président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres. Vous, les Sénégalais, là, il va finir mal plus que Macky Sall. C'est une honte. Je suis burkinabé, hein, mais j'ai envie de pleurer. Wallahi, je te jure au nom de mon papa qui est à terre. Ça, c'est une honte. Wallahi. C'est pas digne. C'est l'Afrique qui vous a mis la honte. Réveillez-vous, hein. Si vous laissez si Sonko ne devient pas président et puis s'occuper de nous, là, c'est vous, la jeunesse sénégalaise. Reprendre votre destin en main. Ça va dire de ce soir, hein. Le Premier ministre a ennemi public numéro 1. Ce que prépare Ousmane Sonko après son limogeage choc, c'est complètement gâté. Quel avenir pour Ousmane Sonko après l'implosion? Le couperet est tombé, le divorce est officiel et maintenant tout le monde se pose la même question. Que va faire Ousmane Sonko? Limogé sans ménagement par le président Bassirou Diomaye Faye, le leader historique du PASTEF ne va pas regarder le temps passé. On décrypte les scénarios d'une vengeance politique qui s'annonce redoutable. 1. Retour à l'Assemblée nationale. C'est impossible les gars. C'est la première fausse bonne idée qui circule sur les réseaux sociaux. Peut-il redevenir député? Mais ces derniers jours seront chauds. Ça sera très très chaud. Là, pouah, le PASTEF va, ça va péter. Ça va péter. Bassirou Diomaye Faye vient de faire l'erreur fatale qu'il n'aurait jamais dû faire. Il vient de limoger Ousmane Sonko, l'homme qui devrait être à la tête du Sénégal. Et dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler tout ce qui s'est passé. Pour comprendre ce qui s'est passé le 22 mai 2026, il faut absolument remonter le temps. Il faut aller chercher les racines de cette crise, parce que rien de ce qui vient de se produire ne sort de nulle part. Tout a une histoire. Et cette histoire commence bien avant la nuit du 22 mai. Elle commence au cœur d'une décennie de lutte, de sacrifices et de trahison institutionnelle que le peuple sénégalais n'a jamais oublié. Revenons d'abord à l'essentiel, qui est Ousmane Sonko. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'ont suivi que de loin la politique sénégalaise, voilà la vérité brute. Ousmane Sonko, c'est l'homme le plus populaire du Sénégal depuis au moins une décennie. Ce n'est pas une opinion. C'est un constat que même ses adversaires les plus acharnés sont obligés de reconnaître entre les murs de leur bureau fermé. Sonko, c'est l'homme qui a osé. L'homme qui a dit tout haut ce que le peuple pensait tout bas depuis des années. Il a pointé du doigt la corruption systémique. Il a nommé les prédateurs. Il a construit un mouvement politique autour d'une idée simple mais révolutionnaire dans le contexte sénégalais. Que les richesses du pays appartiennent au peuple sénégalais. Pas aux multinationales étrangères, pas aux réseaux néocoloniaux, et certainement pas aux clans qui se transmettent le pouvoir depuis l'indépendance. Cet homme, Ousmane Sonko, a été arrêté, emprisonné, persécuté par l'appareil judiciaire sous le régime de Macky Sall. Des affaires ont été montées contre lui. Des procès ont été instrumentalisés. Sa candidature à l'élection présidentielle a été bloquée de manière que beaucoup d'observateurs, aussi bien au Sénégal qu'à l'international, ont qualifié d'anticonstitutionnel. Le pouvoir en place avait compris une chose. Laisser Sonko sur la liste des candidats, c'était signer sa propre fin. Alors on a essayé de l'éliminer politiquement. Mais voilà ce qu'on ne comprend pas toujours quand on est au pouvoir et qu'on regarde la rue avec condescendance. Quand tu persécutes un homme que le peuple aime vraiment, tu ne l'affaiblis pas. Tu le transformes en symbole. Et les symboles, ça ne meurt pas sous les coups de matraque. Il a été viré parce qu'il a osé critiquer la tyrannie occidentale. Nous sommes le samedi 23 mai, il est 20h30. Le président sénégalais s'est séparé de son ancien compagnon de lutte, Ousmane Sonko, le charismatique Premier ministre dont l'influence considérable avait porté au pouvoir M. Bassirou Diomaye Faye. Bien qu'il y ait des tensions déjà entre les deux hommes depuis longtemps, le fait pour le Premier ministre d'avoir critiqué ouvertement l'Occident sur des questions de société, de mœurs, mais pas seulement, tout ça lui a valu d'être limogé. Sonko incarne une aspiration à plus d'autonomie à l'image des dirigeants de l'AES et ce limogeage semble lui faire du bien. Il s'en réjouit effectivement car ses propres valeurs ne sont plus compatibles avec les valeurs du président qui commet ici sûrement une erreur stratégique. J'ai comme l'impression que le président Bassirou, lorsqu'il se réveille, il se pince pour se dire, est-ce que je suis président? Il a l'impression qu'il est surpris d'être président. Moi, j'ai lu quand même le programme du PASTEF, c'était la rupture sur la question de la dette. Lorsque le Premier ministre Sonko parle de la dette odieuse, c'est un concept que j'apprécie, que je voudrais appliquer un jour dans mon pays lorsque j'arriverai aux affaires. Mais il est dans son droit. Et je n'ai pas compris comment le président Bassirou veut se détacher de cette lecture
de l'héritage laissé par Macky Sall et demander aux Sénégalais de trancher. Imposture. Et l'imposture, je terminerai sur l'imposture, on va dire, dans ces relations internationales. Là aussi, on aurait, en tout cas, les Africains de cette génération. Moi, j'ai marché, hein. Pour Sonko, on a pleuré lorsqu'il était au chevet de la mort. On a marché. Mais lorsque j'ai vu 2 ou 3 exemples qui m'ont choqué, la manière dont il a géré le cas de la Guinée-Bissau avec Mbalo, oui. Vous voyez bien que c'est une imposture totale. Il lui a quasiment, parce qu'il a reçu des coups de fil de gauche à droite, il faut recevoir Mbalo, alors que ce monsieur, passez-moi le terme, c'est un malfrat. Bon, lorsque vous l'avez vu le jour où on est en train de commémorer les victimes, bon, il y a un choix à faire. À cet âge-là, on doit avoir ce qu'on appelle l'éthique de conviction. De conviction. Mes convictions sont celles-là. Je ne peux pas aller à Abidjan alors que ceux qui sont morts là, c'est suite à... c'est la commémoration des victimes de l'électoral. Et c'est pas de ça. Ça m'avait choqué, mais véritablement choqué. Il a préféré aller prendre des champagnes avec le président Ouattara, alors que... Je vois pas quand même, hein. C'est juste une image. C'est juste une image. On va dire, il est parti s'amuser, parce que les investisseurs, on s'amuse du coca, alors qu'on était en train de commémorer les jeunes qui sont tombés parce qu'il fallait les libérer. Maintenant, pour répondre à la question, c'était de savoir... Qu'est-ce que les peuples là, c'est pas... Il est entouré par des apprentis sorciers qui n'ont rien compris à la politique, parce que Lucien le disait tout à l'heure. Mais celui qui tranche, mais parce que non seulement les apprentis sorciers, mais lui, je pense qu'il n'a pas la dimension d'un homme d'État. Il est arrivé là un peu par effraction. Je pense que c'est un opportuniste. Passez-moi le terme, mais c'est un opportuniste. Il est arrivé par effraction, il a pris goût au privilège du pouvoir. Avec les apprentis sorciers, il va droit au but. Mais Lucien et les autres le disaient tout à l'heure, la légitimité historique est du côté de Sonko. La légitimité populaire est du côté de Sonko. Et dans un Sénégal où le citoyen connaît ce que c'est que la démocratie, parce que la différence entre le Sénégal et d'autres pays, c'est que au Sénégal, nous avons véritablement des citoyens qui savent faire le distinguo entre le bien et le mal, entre la démocratie et l'opportunisme et autres. Hein. Et donc, ça sera pour lui une responsabilité grave qu'il va prendre, mais beaucoup plus un retard qu'il va faire prendre au Sénégal. Ça grandit. Sonko est sorti de prison transformé, plus fort, plus déterminé, et avec une base populaire encore plus large qu'avant son arrestation. Mais face à l'impossibilité légale de se présenter lui-même, il a dû faire un choix. Un choix qui allait changer l'histoire du Sénégal. Il a mis son ego de côté, et ceux qui connaissent les hommes politiques savent à quel point c'est rare. Et il a désigné quelqu'un d'autre pour porter le flambeau. Ce quelqu'un, c'était Bassirou Diomaye Faye, un homme moins connu du grand public. Un homme qui n'avait pas la stature populaire de Sonko. Un homme qui, sans Sonko, ne serait probablement jamais apparu sur les radars de l'élection présidentielle sénégalaise de 2024. Et c'est là que commence la tragédie politique que nous vivons ce soir. Parce que quand on fait un roi, quand on choisit quelqu'un, quand on met quelqu'un sur le trône, une question se pose toujours tôt ou tard. Une question inévitable. Une question que l'histoire de la politique mondiale pose sans relâche depuis les premières républiques de l'Antiquité jusqu'aux démocraties modernes d'Afrique. Est-ce que le roi va rester fidèle à celui qui l'a couronné? Ou est-ce que le pouvoir va faire son travail habituel, ce travail silencieux, ce travail invisible mais redoutable qu'on appelle l'ivresse du pouvoir? Cette ivresse qui transforme les hommes, qui rétrécit les gratitudes, qui efface les dettes, qui fait croire à des présidents que leur légitimité leur appartient en propre alors qu'elle leur a été offerte par d'autres. Le 22 mai 2026, au soir, le peuple sénégalais a eu sa réponse. Il était environ 22 heures. Le Sénégal venait de vivre une journée chargée. Ousmane Sonko avait passé une partie de l'après-midi devant l'Assemblée nationale à répondre aux questions des députés. Une session dont les observateurs politiques diront plus tard qu'elle avait une saveur particulière. Quelque chose dans l'air. Une tension qu'on ne sait pas encore nommer, mais qu'on sent. Sonko s'était exprimé avec force. Il avait parlé de sa vision pour le Sénégal. Il avait évoqué, avec une franchise que beaucoup ont trouvée courageuse et d'autres dangereuses, les divergences qui existaient entre lui et le président Faye. Pas pour les amplifier, avait-il précisé, pas pour casser la dynamique du gouvernement, mais pour les nommer honnêtement, comme il a toujours préféré nommer les choses plutôt que de les laisser pourrir dans le silence institutionnel. Quelques heures plus tard, ce même soir, le secrétaire général de la présidence de la République est apparu à l'antenne de la télévision nationale sénégalaise, la RTS. Et là, en quelques phrases sèches, directes,
sans préambule ni explication, le message est tombé comme une sentence. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, mettait fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko en qualité de Premier ministre et, par voie de conséquence, à celle de l'ensemble des membres du gouvernement, ministres, secrétaires d'État. Tout le monde dehors. En quelques secondes, à la télévision nationale, un gouvernement entier venait d'être dissous. Et avec lui, quelque chose de plus grand que les postes et les fonctions s'était aussi dissous ce soir-là. Une alliance, un symbole, un espoir pour des millions de Sénégalais qui avaient cru, sincèrement cru, que ces deux hommes-là représentaient enfin une vraie rupture avec les logiques d'un système qui avait trop longtemps confisqué le destin de leur pays. Pour saisir l'ampleur de ce que cela représente, il faut comprendre ce que le tandem Sonko-Faye incarnait pour une large partie de la population sénégalaise. Ces deux hommes, c'était le symbole vivant que le changement était possible, que même après des années de répression, de manipulation judiciaire, d'intimidation, il était possible de renverser la table. La victoire de Bassirou Diomaye Faye en mars 2024 n'avait pas été seulement une victoire électorale. Ça avait été une catharsis collective. Des gens qui pleuraient dans les rues de Dakar, des foules qui chantaient dans les quartiers populaires de Ziguinchor, de Thiès, de Saint-Louis, des Sénégalais de la diaspora jusqu'à Paris, jusqu'à New York, jusqu'à Dubaï qui se prenaient dans les bras en apprenant les résultats. Parce que cette victoire-là, c'était la victoire du peuple contre un système. Et la personnification de cette victoire, aux yeux de ces millions de gens, c'était Ousmane Sonko, autant que Bassirou Diomaye Faye. Et voilà que ce soir du 22 mai 2026, l'un chasse l'autre. Maintenant, prenons du recul. Parce que dans ce genre de situation, la première réaction est toujours émotionnelle. Et les émotions, c'est humain, mais elles ne suffisent pas à expliquer la complexité de ce qui se passe. Alors posons la question que tout le monde évite de formuler clairement. Qu'est-ce qui a vraiment provoqué cette rupture? Il faut être honnête. Les tensions entre Sonko et Faye n'ont pas commencé le 22 mai 2026. Elles couvaient depuis plusieurs mois. Des sources proches des deux camps, des journalistes sénégalais qui suivent le palais de près, des analystes qui observent les dynamiques internes du gouvernement depuis sa formation, tous décrivent la même réalité. Deux visions de l'exercice du pouvoir qui n'étaient pas exactement alignées. Deux tempéraments politiques différents. Deux manières d'approcher les dossiers, les négociations, les arbitrages, qui ne se recouvraient pas toujours. Sonko, c'est un homme de feu, un homme de conviction frontale. Il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. Et il n'a jamais vraiment appris, ou peut-être jamais voulu apprendre, l'art de la diplomatie molle, de la parole enveloppée, du message ambigu qu'on peut interpréter dans tous les sens selon le vent politique. C'est à la fois sa force et dans certains contextes institutionnels, sa faiblesse. Parce que gouverner un pays, ça nécessite parfois de naviguer dans des eaux troubles sans faire de vagues. Et Sonko n'a jamais été très à l'aise avec l'idée de ne pas faire de vagues. Faye, lui, est présenté par ceux qui le connaissent de près comme un homme plus posé, plus prudent dans ses formulations, plus attentif aux équilibres diplomatiques, aux signaux envoyés aux partenaires internationaux, aux institutions financières, aux voisins régionaux. Certains y voient de la sagesse présidentielle. D'autres, parmi les partisans les plus ardents de Sonko, y voient une forme de compromission progressive avec les logiques que le mouvement était censé combattre. Et il y a 3 semaines, soit environ 3 semaines avant cette nuit du 22 mai, quelque chose s'était passé qui n'avait pas été suffisamment analysé à l'époque, mais qui rétrospectivement ressemble à un avertissement public. Lors d'un entretien de presse, Bassirou Diomaye Faye avait clairement dit qu'il pouvait mettre fin aux fonctions de son Premier ministre si la confiance venait à manquer. Ce n'était pas une allusion voilée, ce n'était pas une formule abstraite tirée du droit constitutionnel. C'était un message direct, personnel et adressé à quelqu'un en particulier. Le Sénégal avait entendu. Mais peut-être pas tous les Sénégalais n'avaient-ils voulu croire que ce message-là serait suivi des faits. Parce qu'on avait du mal à imaginer que Faye puisse aller jusqu'au bout. On avait du mal à imaginer qu'il renverrait Sonko. L'homme sans lequel rien n'aurait été possible. L'homme sans la légitimité populaire duquel la candidature Faye n'aurait peut-être même pas décollé lors des premiers sondages. Mais le 22 mai 2026 à 22 h, on a compris que Faye était allé jusqu'au bout. Ce qui était frappant dans cette rupture, c'est aussi la manière dont elle a été annoncée. Pas un communiqué de presse avec des explications.
Pas une conférence présidentielle pour expliquer au peuple sénégalais les raisons de cette décision historique. Pas même un message vidéo du président en personne. Juste un secrétaire général qui apparaît à la télévision nationale et qui lit un décret. Froid, administratif, comme si renvoyer l'homme qui vous a mis au pouvoir était une question d'intendance. Comme si cette décision pouvait se traiter avec les mêmes codes qu'un réaménagement bureaucratique. Ce choix de la forme, ou plutôt cette absence de forme, dit beaucoup. Il dit que la décision était sans doute mûrie depuis longtemps, mais qu'elle a finalement été exécutée dans la précipitation de ce soir du 22 mai. Peut-être que quelque chose s'est passé dans les heures qui ont précédé l'annonce. Peut-être que le passage de Sonko devant l'Assemblée nationale a été la goutte qui a fait déborder le vase. Peut-être que certaines des choses qu'il a dites devant les députés, certaines des formulations sur les divergences avec le président, ont franchi une ligne que Faye considérait comme infranchissable. C'est une hypothèse. Nous n'avons pas encore accès aux conversations privées, aux échanges internes, aux derniers messages entre les deux hommes ce soir-là. Mais les signaux sont là, et les signaux racontent une histoire. Parlons maintenant de la réaction d'Ousmane Sonko, parce qu'elle est en elle-même extraordinairement révélatrice. Après l'annonce de son limogeage, Sonko est allé sur sa page Facebook. Et ce qu'il a écrit est une phrase. Une seule phrase. Alhamdulillah. Ce soir, je dormirai le cœur léger. Et puis, il a donné son adresse. La cité Coq d'Or, comme pour dire, je suis là, je ne me cache pas. Je ne pleure pas. Je ne suis pas en train de préparer une déclaration de guerre politique dans les coulisses. Je rentre chez moi, je dors et mon cœur est en paix. Certains ont analysé cette phrase comme une manifestation de sérénité authentique. L'homme qui sait qu'il n'a rien à se reprocher. L'homme qui peut regarder son parcours en face, qui peut regarder ce gouvernement en face et qui n'a pas besoin de se justifier. D'autres y ont vu un message codé beaucoup plus politique. Un message destiné à sa base. Une façon de dire « Je suis libre, je ne suis plus dans les contraintes de la cohabitation institutionnelle. Et maintenant que je suis libre, vous verrez ce que vous verrez. » Les deux lectures sont possibles. Et les deux lectures sont à leur manière inquiétantes pour Bassirou Diomaye Faye. Parce que si Sonko est en paix, c'est qu'il sait quelque chose. C'est qu'il a déjà fait ses calculs. Et quand un homme de la stature politique d'Ousmane Sonko fait ses calculs après un limogeage, il est peu probable qu'il se retrouve perdant au bout du compte. Revenons maintenant à la question centrale que nous devons tous nous poser ce soir, et je vais vous demander d'y réfléchir sérieusement avec moi. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye a pris la bonne décision? Pour répondre à cette question, il faut en poser plusieurs autres. Est-ce que les divergences entre les deux hommes étaient vraiment insurmontables? Est-ce que la cohabitation au sommet de l'État était devenue si dysfonctionnelle qu'elle nuisait réellement à la gestion du pays? Est-ce que Faye avait d'autres options, d'autres manières de gérer ce conflit interne avant d'en arriver à l'acte irréversible du limogeage? Et surtout, est-ce que le coût politique de cette décision, le prix que Faye va devoir payer pour avoir renvoyé Sonko, est-ce que ce coût était intégré dans le calcul du président? Parce qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on ne peut pas ignorer dans cette histoire. Quelque chose que les analystes qui soutiennent Faye ont tendance à minimiser. Quelque chose que même les partisans de Sonko ont parfois du mal à formuler clairement parce que ça touche à des dynamiques sociologiques profondes qui dépassent la simple politique politicienne. Ousmane Sonko n'est pas seulement un ex-premier ministre, il n'est pas seulement le numéro 2 d'un gouvernement qui vient d'être dissous. Il est une figure, un mythe politique vivant pour une partie très significative de la population sénégalaise. Et dans une démocratie africaine contemporaine, où la confiance institutionnelle est fragile, où les mémoires collectives des trahisons politiques sont longues, où les gens ont souffert pendant des décennies de promesses non tenues et de dirigeants corrompus dans ce contexte-là, déconstruire une figure de cette nature en la chassant par décret, c'est une opération d'une extrême délicatesse. Une opération qui peut très facilement se retourner contre celui qui la tente. L'histoire politique africaine des dernières décennies est pleine d'exemples de présidents qui ont cru qu'ils pouvaient se débarrasser de leurs alliés encombrants une fois arrivés au pouvoir, et qui ont découvert, trop tard, que ces alliés-là portaient avec eux une légitimité populaire que le pouvoir institutionnel ne pouvait pas simplement décréter éteinte. Parce que la légitimité populaire, ça ne s'annule pas par décret. Ça ne se dissout pas avec un communiqué lu à la télévision nationale à 22 heures.
Ça vit dans les cœurs des gens et ça peut ressurgir à tout moment, souvent au moment où on s'y attend le moins. Ce que Faye a fait ce 22 mai, c'est précisément mettre Sonko dans cette position. La position de l'homme libre, l'homme qui n'est plus contraint par les responsabilités gouvernementales, l'homme qui peut parler, agir, mobiliser, sans les limitations que lui imposait le protocole d'un premier ministre, et Sonko libre, avec sa popularité intacte, avec sa base qui le soutient, avec ses années de lutte comme curriculum vitae politique, ce Sonko-là est potentiellement beaucoup plus redoutable pour Faye que le Sonko qui était assis à la table du Conseil des ministres. Voilà ce que je veux que vous compreniez ce soir. Le limogeage du 22 mai 2026 n'est pas la fin d'Ousmane Sonko. C'est peut-être le début d'une nouvelle phase. Une phase dont les contours sont encore flous, dont les directions sont encore incertaines, mais dont le potentiel de transformation du paysage politique sénégalais est absolument réel. Et je veux maintenant vous parler de quelque chose que les commentateurs trop rapides ont tendance à négliger. Je veux vous parler de la base, de ces millions de Sénégalais qui, depuis des années, ont mis leur foi dans le projet politique que Sonko incarnait, qui ont manifesté pour lui, qui ont voté pour lui indirectement en votant pour Faye au premier tour, qui ont cru que le projet de rupture dont on leur avait parlé, dont on leur avait promis la réalisation, était réel et sincère. Ces gens-là, ce soir du 22 mai 2026, qu'est-ce qu'ils ressentent? La déception d'abord. Inévitablement. Parce que voir deux hommes qui représentaient une même cause se séparer de cette manière-là, ça fait mal à ceux qui croyaient en cette cause. Ça génère du doute. Ça sème les questions. Est-ce que le projet était sincère depuis le départ? Est-ce que les divergences qu'on nous présentait comme mineures étaient en réalité fondamentales? Est-ce que l'un des deux hommes, ou peut-être les deux, avait dévié du chemin promis? Mais au-delà de la déception, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus important sur le long terme. Il y a la question de la loyauté. Et dans la culture politique sénégalaise, dans un pays où les réseaux de solidarité, où les liens de confiance entre un leader et sa communauté ont une valeur qui dépasse largement les calculs électoraux, la question de savoir qui a trahi qui, dans cette rupture, va avoir un poids considérable sur la suite des événements. Et je vais vous dire quelque chose. Dans la rue sénégalaise, dans les quartiers populaires de Dakar, dans les villes de l'intérieur du pays, dans la diaspora, le récit qui s'impose ce soir et qui va s'imposer dans les prochains jours avec une force croissante, ce récit, il dit ceci. C'est Faye qui a trahi. C'est Faye qui a pris ce que Sonko lui avait donné et qui s'en est servi pour renvoyer celui qui le lui avait donné. Et ce récit-là, qu'il soit juste ou injuste, nuancé ou caricatural, va alimenter une dynamique politique dont Faye aura du mal à sortir facilement. Voilà où nous en sommes après cette nuit du 22 mai 2026. Le Sénégal est à un tournant dont les conséquences vont se manifester dans les semaines et les mois qui viennent. Et pour comprendre où tout cela va mener, il faut maintenant aller plus loin. Il faut analyser les trois grandes questions que ce limogeage a ouvertes. Des questions qui vont définir l'avenir politique du Sénégal. Des questions sur le successeur de Sonko au poste de Premier ministre, sur la trajectoire que va prendre Sonko lui-même désormais qu'il est libre, et sur la fragilité réelle du pouvoir de Faye après cette rupture. Mais avant d'aller dans ces analyses, je veux vous poser une question simple et directe. Est-ce que vous pensez que Bassirou Diomaye Faye aurait pu gérer cette crise autrement? Est-ce que vous pensez que le limogeage était la seule option? Ou est-ce qu'il existait un autre chemin, un chemin que Faye a choisi de ne pas emprunter? Réfléchissez-y, parce que c'est cette question-là qui est au cœur de tout ce débat. Et maintenant, continuons, parce que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui s'est passé. Et nous voilà dans la deuxième partie de ce décryptage. Une partie plus courte, mais tout aussi essentielle. Parce que maintenant que nous avons posé les fondations, maintenant que nous avons examiné les origines de la rupture, la manière dont elle s'est produite et les trois questions fondamentales qu'elle a ouvertes, il est temps de regarder vers l'avenir. De tenter de lire ce que ce 22 mai 2026 va produire concrètement dans le paysage politique sénégalais et de tirer, avec humilité mais avec franchise, les premières leçons de cette crise. La première leçon, c'est que le pouvoir transforme, toujours, et que ceux qui arrivent au pouvoir portés par une promesse de rupture radicale sont confrontés à un test particulièrement dur. Parce que la rupture radicale, c'est facile à promettre dans l'opposition. C'est infiniment plus difficile à tenir
Quand on gère un État avec toutes ses contraintes, ses dettes héritées, ses partenaires incontournables, ses équilibres fragiles, Faye n'est pas différent des autres présidents africains dans ce sens. Il est confronté aux mêmes réalités, et la manière dont il gère ces réalités va définir son héritage. La deuxième leçon, c'est que la popularité d'un leader ne s'achète pas et ne se détruit pas par décret. Ousmane Sonko est sorti de la prison plus fort qu'il n'y était entré. Et il a de bonnes raisons de penser que le limogeage du 22 mai va suivre la même logique. Dans la conscience collective sénégalaise, être expulsé du pouvoir par quelqu'un à qui on a tout donné n'est pas une humiliation. C'est une confirmation de stature. C'est la validation que tu étais vraiment une menace, que tu comptais vraiment, que ta présence dans ce gouvernement pesait vraiment quelque chose. Sonko va maintenant entrer dans une nouvelle phase de son parcours politique. Et cette phase, selon toute probabilité, va être celle où il va consolider son image de figure politique autonome, indépendante, non récupérable par le système. Il va prendre le temps de se réinstaller dans son rôle de porte-parole de la base populaire. Il va parler, il va écrire, il va mobiliser. Et les Sénégalais qui l'aimaient vont le suivre avec une attention décuplée. Parce que le fait d'avoir été limogé lui donne une liberté de parole qu'il n'avait plus depuis que la responsabilité gouvernementale le contraignait. La troisième leçon, et c'est peut-être la plus importante pour l'avenir du Sénégal, c'est qu'une démocratie solide ne peut pas reposer sur des alliances personnelles, ne peut pas fonctionner sur la base de deals entre des individus, même des individus brillants et sincères dans leurs convictions. Une démocratie solide repose sur des institutions, sur des règles, sur des mécanismes de gestion des conflits qui permettent de régler les divergences sans en faire des ruptures totales. Et l'une des leçons que le Sénégal devrait tirer de cette crise, c'est qu'il a besoin de renforcer ces mécanismes, de les rendre plus robustes, de ne pas laisser la gestion des tensions politiques au sein du pouvoir exécutif reposer uniquement sur les relations personnelles entre deux hommes, aussi talentueux soient-ils. Maintenant, un mot sur ce qui va se passer dans les prochains jours. Et je vais être très direct avec vous. Dans les prochaines 48 à 72 heures, le Sénégal va vibrer. Les réseaux sociaux vont s'enflammer. Les radios vont tourner en boucle. Les analystes, les politologues, les journalistes, les partisans des deux camps vont se livrer une guerre des mots d'une intensité que le pays n'a peut-être pas connue depuis un moment. C'est inévitable et c'est même dans une certaine mesure sain parce que c'est le signe que la démocratie sénégalaise vit, que les citoyens se sentent concernés, que le débat politique est vivant. Mais au-delà de ce premier moment de fièvre, il va falloir que les choses se posent. Il va falloir que les acteurs, tous les acteurs, Faye, Sonko, leurs partisans respectifs, les institutions, les médias, la société civile, se rappellent qu'au bout du compte, ils partagent un pays avec des défis immenses, une économie à développer, une jeunesse à éduquer et à employer, des ressources naturelles à gérer intelligemment, des inégalités à réduire et un rôle régional et continental à jouer dans un monde en transformation rapide. Le Sénégal est plus grand que Faye, le Sénégal est plus grand que Sonko et le Sénégal mérite que les deux hommes, même s'ils ne gouvernent plus ensemble, trouvent la maturité politique de ne pas transformer leur rupture personnelle en guerre totale dont les premières victimes seraient les citoyens ordinaires. Est-ce que cette maturité sera au rendez-vous? Je l'espère. Sincèrement. Mais l'histoire nous apprend à ne pas trop compter sur les espoirs quand les égos politiques et les calculs de survie entrent en jeu. Ce que je vous demande, à vous qui regardez cette vidéo, c'est de rester vigilants, de ne pas vous laisser entraîner dans les logiques de camp, de continuer à poser des questions, d'exiger des réponses, pas des réponses partisanes, pas des réponses qui servent tel ou tel intérêt politique, mais des réponses qui servent le Sénégal, ses citoyens, son avenir, parce que finalement c'est pour ça qu'on fait ce travail, pas pour Faye, pas pour Sonko, pour le Sénégal. Et je veux terminer cette partie du décryptage avec une question ouverte, une question que je vous pose à vous directement. Est-ce que vous pensez que Bassirou Diomaye Faye va réussir à gouverner sans Ousmane Sonko? Est-ce qu'il vient de se créer un adversaire plus redoutable que tout ce qu'il a affronté jusqu'ici? Ou est-ce que vous pensez que cette décision, aussi brutale soit-elle dans sa forme, était nécessaire pour permettre à Faye de gouverner vraiment, de gouverner librement, sans l'ombre permanente d'un associé encombrant? Dites-moi en commentaire, je lis tout, et chacune de vos analyses enrichit la nôtre.
La suite arrive.